pleurs qui ne sont pas récoltés sont comme un kyste mort à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que si on pleure seul, nos pleurs ne servent à rien, quelque part. Et que donc, du coup, derrière les pleurs, se cache toujours la personne pour qui on pleure ou la personne qui va les récolter. Et donc, moi, j'ai travaillé avec ces acteurs sur cette idée de pleurer pour qui on pleure. À qui adressez-vous vos larmes? Et donc, c'est devenu ce travail vidéo donc de 10 portraits d'acteurs, mais qui ne sont pas que des acteurs. Il y a aussi des acteurs à qui j'ai demandé de venir pleurer avec leurs enfants, avec leur famille, sur voilà, cette fabrication de la larme et à qui elle s'adresse et comment on la produit. Mais voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie quand même de m'y mettre une bonne fois pour toutes. Et donc j'ai travaillé à la fois sur cette installation vidéo qui est relativement accessible et simple à faire. Je veux dire, il ne faut pas des moyens de production énormes pour travailler avec des acteurs et leur demander de pleurer devant une caméra. Et parallèlement à ça, alors j'ai développé Tristesse, qui lui est vraiment un spectacle théâtral, qui utilise aussi la vidéo, mais qui est plutôt, on va dire, une intrigue dans laquelle se développent les thématiques de la tristesse, que ce soit au sein de l'individu, de la famille, du collectif ou du politique. C'est une île fictive qui se situe au nord du Danemark, sur laquelle il y a encore une dizaine d'années, il y avait une activité sociale et économique plus ou moins normale. Il y avait à peu près 1000 habitants qui vivaient de l'élevage et de l'abattage d'animaux. Donc c'était des fermiers, des éleveurs et puis tous les métiers issus de cet élevage. Et puis cette île s'est vidée. On apprendra dans l'histoire comment et pourquoi. Et il ne reste plus sur cette île que 8 habitants. Et parmi eux, la mère d'un personnage politique assez important au Danemark, qui est la dirigeante d'un parti populiste danois, qu'on va retrouver pendu au début de l'histoire, qui s'est pendu dans le drapeau du Danemark. Et donc sa fille va revenir sur l'île pour enterrer sa mère, mais on va se rendre compte assez rapidement qu'elle ne vient pas qu'enterrer sa mère, qu'elle vient aussi mettre en œuvre un projet qu'elle a de réhabilitation des anciens abattoirs, à des fins de propagande politique, qui va d'ailleurs réussir et lui profiter, puisque grâce à ce projet qu'elle va mettre en place, on apprendra qu'elle deviendra Premier ministre. Moi, j'écris toujours les personnages que j'aime et sur lesquels j'aime écrire sont des perdants. Souvent dans mes histoires, les perdants ont déjà quasiment perdu au début de l'histoire et puis ils perdent complètement à la fin. Mais il faut pouvoir le sublimer, il faut pouvoir le mettre en forme, il faut pouvoir en rire. Il faut pouvoir le mettre à distance et reconnaître que ça fait partie de notre nature humaine de vouloir obtenir le pouvoir, de vouloir être aimé, de vouloir s'en sortir, malgré le fait que la plupart du temps, on se prend les pieds dans le tapis. Dans l'Église, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Il y a à la fois ce qu'on appelle les hommages, donc les hommages à cette morte, qui en fait chacun amène son petit morceau de la défunte pour le reconstruire, en fait, pour la reconstruire. Et donc Martha assiste à la fois à la reconstruction de ce personnage dont on dit plein de choses et qui devient très puissant au sein de cette cérémonie. Et puis elle prend la parole juste après pour briser tout ça et asseoir d'autant plus son pouvoir puisqu'elle nomme la jeune adolescente à la tête de son parti. Mais donc elle arrive au moment où quelque part ce dernier signe et cette dernière possibilité de contre-pouvoir s'éteint, se suicide, et donc elle profite évidemment de ce moment qui se cristallise où toutes les tristesses se démultiplient pour commencer à tourner son premier film et utiliser cette situation-là qui va lui servir. Ces gamines n'ont rien sur cette île. Elles s'ennuient, elles n'ont absolument rien pour elles, pour s'occuper, pour se structurer. Et finalement, la seule personne qui va leur apporter un peu d'espoir, c'est cette Martha Egger qui vient nourrir de faux espoirs. Alors oui, il y a des armes qui sont présentes. Au Danemark, le tir est un sport national. On reçoit son premier fusil à 4 ans et on le garde jusqu'à son dernier souffle. Et on va tirer, c'est le club de tir, c'est vraiment le lieu où les gens se rencontrent. C'est vraiment le lieu de... Voilà, c'est un sport, mais c'est plus qu'un sport.
Et la plus grande, oui. La plus grande, elle est, on va dire, elle est totalement manipulable. Et elle est manipulée des deux côtés. Et donc elle s'y perd et elle va y perdre complètement. Mais elle est plutôt, on va dire, le regard naïf et encore désirant, c'est-à-dire prête à s'engager dans une lutte pour peu qu'elle, à un moment donné, elle dit oui, je pense qu'elle veut que je tue. Donc elle pense que la mère veut qu'elle tue sa fille. Et on lui demande pourquoi, et elle dit bah parce que c'est mieux que de ne rien faire en fait. Donc on sent qu'elle n'a tellement nourri par rien qu'elle va être prête à s'engager dans n'importe quel combat qui pourrait avoir un sens. Bah, le cinéma, il m'aide à raconter, il me simplifie la tâche ici, parce que ça me permet de construire une image de manière beaucoup plus précise. Et de conduire mon image jusqu'au bout, puisque au théâtre, on a tout le temps à faire un plan large. Ici, je peux avoir vraiment recours au plan serré, au gros plan, et à une construction d'un cadre très précis. Par exemple, la scène de l'église est c'est un plan séquence, donc on est à l'épaule, donc on n'est pas on est dans une esthétique particulière, mais en même temps, ce sont des images qui sont très construites, très esthétiquement construites, peaufinées. Et donc voilà, ça permet d'orienter le regard et aller chercher justement la qualité d'une larme, la qualité d'un visage, d'une construction de plan qui amène directement soit de l'étrangeté, soit de l'inquiétude.